Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram après la victoire du Barça contre Brest. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions et je vous remercie de cela, c'est magnifique. Merci à tous, je ne pourrai pas prendre toutes les questions évidemment, je vais essayer d'en prendre un maximum et puis je vais essayer de répondre le plus clairement possible, essayer de me faire comprendre. Difficile des fois, je sais. On commence avec Gauthier qui nous dit « Serait-on sur un match référence de la part de Martine ?» Gérard Martine. Alors il y a beaucoup de questions sur le bon vieux Gérard, je le sais bien. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, et on va commencer direct là-dessus, ouais je suis en forme. Mais par des choses qui me font un petit peu doucement rire, haha, on rigole, c'est que Martine quand il fait un bon match... Enfin, les joueurs comme lui, évidemment il n'y a pas que Martine, il y avait à l'époque un certain Oriol Romeu, Marcos Alonso, Ferran Torres, vous voyez un petit peu le rapprochement là où je veux en venir. Mais disons que quand un joueur comme ça fait un bon match, eh bien on va tout le temps dire bah ouais mais l'adversaire en face ils étaient éclatés. Ce qui était le cas, désolé pour Brest, mais disons que la différence de niveau, pour être un petit peu plus respectueux, la différence de niveau entre le Barça et Brest, elle est très grande et le Barça était largement supérieur à Brest. En plus de ça, Gérard Martine, de son côté, le côté gauche, n'a pas eu grand chose à faire. Dans le sens où il n'a pas été mis à rude épreuve. Il n'y a pas un ailier monumental qui était là en train de dribbler Messi Prime et tout. Gérard Martine, oh, c'est compliqué, tu vois. Forcément, il n'y avait pas de tout ça. Il était un petit peu plus tranquille. Son match était un petit peu paisible. Ok, on pose ça là. Maintenant, quand on voit le match de Pedrito, on va dire, bah Pedri, il a posé une masterclass. Après ce match-là, il y a beaucoup de gens qui se sont émerveillés du jeu de Pedri, qui ont dit « Waouh, Pedri, incroyable et tout, trop fort ». Mais personne n'a dit « Pedri est trop fort, mais c'était que Brest en face ». Et avant de partir trop dans les trucs là, qu'on vient de me dire je ne sais quoi, je ne compare pas le niveau de Pedri et le niveau de Gérard Martine, mais on parle d'un match. Un seul match. On parle pas de toute une carrière, on parle pas d'en général. Non, on parle de ce match-là. Moi, je parle du débrief. Quand j'ai débriefé ce match-là de Brest, il y en a qui sont venus me dire Gérard Martine, ouais, il a fait un match correct, mais en face, c'était Brest. Mais personne n'a dit Pedri a fait un magnifique match, mais c'était que Brest. Ou pour n'importe quel autre joueur que, on va dire, la plupart des supporters vont aimer. Donc, il faut arrêter avec ces discours comme ça. Voilà. Donc Gérard Martine a fait un match correct. En face, il n'y avait pas trop d'adversité. Donc ça a simplifié un petit peu les choses, qui a fait qu'il était peut-être un petit peu plus à l'aise. Évidemment, il pouvait se concentrer plus sur son jeu que faire gaffe à pas se faire prendre dans le dos, à défendre, à attaquer, tu vois. Il n'était pas un petit peu submergé par tout ça. Il s'est concentré un petit peu, voilà, je vais faire des passes, je vais jouer propre. Et puis voilà, il a fait son match. C'est parfait pour lui. Il s'est mis en confiance. Et peut-être que dans d'autres matchs qui seront où les adversaires seront beaucoup plus faibles que nous, eh bien on pourra faire souffler Baldé pour le mettre lui. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de Gérard Martine, hein, est-ce qu'il va être titulaire ou je sais pas quoi. Personne ne dit ça. Faut arrêter avec direct, dès que quand il y a un joueur comme ça qui est mauvais dans l'équipe, qui va faire un bon match, il y en a plein qui vont arriver, qui vont lui tomber dessus. Ouais mais il doit pas jouer. Mais personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Allez. Allez. Bref, on passe à la suite. Ensuite, on a Juninho qui dit « Salut Café, salut Juninho. Vu son niveau, Gavi est passé devant De Jong, j'espère, Visca El Barça. » Oui, bon après voilà, ça dépend de la vision qu'on a, mais pour moi Gavi était déjà devant, mais après c'est encore une fois, je pense que ça sera pas forcément le même poste qu'ils vont occuper. C'est comme je sais plus quand on m'a posé la question, je sais plus qui me l'a posé, mais on m'avait dit, je crois, est-ce que Ansu Fati, tu vois, avec, je crois que c'était Tony Fernandez ou quelque chose comme ça. Est-ce que Tony Fernandez ne va pas boucher vraiment définitivement l'avenir d'Ansu Fati? C'était dans la dernière FAQ je crois, et au final c'est pas vraiment le même poste en soi, tu vois, donc non. Et là c'est pareil, Gavi, De Jong, ça dépend comment le coach veut l'utiliser. Est-ce que Gavi va jouer à la place par exemple de Casado? Je dis pas que Gavi doit prendre la place de Casado, mais en termes de poste, de rôle sur le terrain, est-ce qu'on va utiliser Gavi plus comme un milieu offensif? Est-ce qu'on va utiliser Gavi plus comme une doublure de Pedri pour réguler le jeu, on va dire? Être un petit peu box to box plus ou moins, c'est-à-dire à la construction, mais aussi se projeter de temps en temps en attaque pour apporter de la qualité, tout ça de passe. Donc est-ce que Gavi va être dans ce rôle-là, ou est-ce qu'il va être
la doublure entre guillemets, ou en tout cas au poste de Dani Olmo, c'est-à-dire un milieu un peu plus offensif, un peu plus proche de la surface, sachant qu'il n'a pas le même profil que Dani Olmo, Gavi n'a pas le même profil que Pedri, et il n'a pas le même profil que Frenkie de Jong. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi pour le coach, parce qu'on a différents profils, et surtout des joueurs qui reviennent en forme. Gavi très en forme, Casado très en forme, Pedri très en forme. Olmo il est un petit peu moins bien en ce moment, mais je pense pas que ça soit... Je pense que c'est juste voilà, des matchs où il peut pas faire des trucs de ouf à chaque match non plus. Il faut pas attendre de Dani Olmo qu'il fasse ça à tous les matchs non plus. Je l'avais dit, je me rappelle quand il est arrivé. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il va pas à tous les matchs faire des dingueries, tu vois. Voilà, il peut aussi... lui-même doit, à mon avis, se mettre en tête qu'il peut pas être décisif à tous les matchs. Il faut aussi qu'il soit bon pour combiner avec ses collègues et pas directement absolument vouloir avoir la dernière passe ou le tir, tout ça. Mais bref, De Jong dans tout ça, on se pose un petit peu la question. Là, il y a on va en parler de suite. Je sais pas s'il y aura d'autres questions sur De Jong, tout ça qui seront intéressantes. Mais De Jong, là, il y a une info qui est sortie qui dit que le club a retiré son offre de prolongation, son offre de contrat là, qu'ils ont retiré. Parce que De Jong et son équipe, ses agents ou je ne sais qui, n'ont pas répondu depuis que le Barça a fait son offre, et ça date quand même de peut-être il y a 6 mois ou des choses comme ça. Enfin, c'était fin de saison dernière. Voilà, le Barça a proposé une offre de prolongation. Ils n'ont jamais répondu. Ils ont fait les aveugles et les sourds ou je ne sais quoi, mais il y a rien eu. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est assez logique que le club retire son offre. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que si un joueur ne répond absolument pas à ton offre et fait comme s'ils n'ont rien vu, comme si le mec avait rien vu, il y a un petit manque de respect. Alors on en a déjà parlé de tout ça, avec le club qui à chaque fois, ça fait beaucoup parler, De Jong est pointé dans la presse, tout ça depuis un moment. Mais quand même, je veux bien que tu aies envie de te venger ou des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, soit tu as envie de prolonger, soit t'as pas envie. Même pour toi, De Jong. Je veux dire, en tant que joueur, parce que vouloir se venger du club, de la direction ou quoi, pour le traitement que t'as subi, tout ça, je veux bien le comprendre, mais au bout d'un moment, je veux dire, tu sais, quand t'es plus trop enfant, tu sais, quand t'es devenu adulte après, bah tu te poses des questions pour ton avenir, pour ta carrière vraiment. Donc soit tu restes, soit tu pars. Il n'y a pas 36 solutions. Soit tu restes et tu prolonges et tout ça parce qu'il est bientôt en fin de contrat. Soit tout ça, ça t'emmerde. T'as pas envie de rester. La direction, tu t'entends pas. Le club, les journaux, les joueurs, tu sens que tu fais pas partie de l'équipe parce qu'on sent pas ce truc-là. On dirait qu'il y a un truc qui s'est cassé. Ce que je peux comprendre aussi, c'est pas une critique, c'est comme ça. Chacun le ressent comme il... Voilà, les joueurs, ils peuvent ressentir des choses. C'est pas des robots. Et puis voilà, mais au bout d'un moment, tu décides. Soit tu fais l'effort et tu montres que t'as envie de rester, soit tu te barres. Surtout que là, concrètement, De Jong, c'est plus... parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est ceux qui défendent, on va dire, De Jong, ceux qui sont pro De Jong, hein, des fanatiques, vont dire à chaque fois, vous oubliez ce qu'a fait De Jong est trop fort, tout ça. Ok, De Jong était trop fort, parce qu'à l'instant T, De Jong, on est sur du mitigé quand même. Et on parle de la forme actuelle du joueur. Et quand on regardait, quand on voit en fait, pareil, les arguments, c'est ouais mais regardez ces vidéos là. Et ils sortent De Jong 2021. Alors oui, mais on est en 2024. Donc en fait, c'est bien. De Jong a fait de bonnes choses au Barça. Il y a eu des choses qui étaient moins bonnes, des choses qui ont été très bonnes de la part de Jong. C'est bien, il a fait des super passes, il a marqué quelques buts, voilà. C'est bien tout ça. Mais la question n'est pas là, de savoir s'il a fait des bonnes choses il y a 3 ans ou 4 ans ou je ne sais quoi. La question c'est de savoir s'il a envie de s'impliquer dans le projet. Et là, à l'instant T, c'est un De Jong beaucoup moins bon, même pour les plus grands fans de Jong. Vous l'avez bien remarqué, c'est pas un De Jong très en forme qu'on a et très concerné non plus, parce qu'il n'y a pas que la forme physique. Il y a un De Jong qui paraît vraiment effacé, quoi. Donc maintenant, il va falloir qu'il prouve qu'il est intéressé par le projet et qu'il a envie de se donner. Moi, personnellement, quand je vois De Jong, je me dis, il doit me convaincre qu'il peut avoir sa place. Parce qu'à l'instant T, il n'a pas forcément sa place dans l'équipe. En tout cas, pas en tant que titulaire, évidemment. En tant que remplaçant, oui, tu peux être dans la rotation, tout ça. Mais en tant que titulaire, à l'instant T, il ne nous montre pas qu'il doit être absolument, il est indispensable à l'équipe. Je pense qu'on est tous d'accord, même pour les plus grands fans de Jong. Je sais déjà qu'il y en a un ou deux qui vont venir me dire, ouais, mais voilà, comme d'habitude, tu tombes sur De Jong. Je donne juste des faits, quoi. Des faits très concrets, hein. C'est juste la réalité en fait. C'est même pas mon avis sur De Jong s'il doit partir. C'est là, c'est ce qu'on ressent tous, je pense. Ensuite, on a Marlon qui dit Koundé en méforme depuis la Sociedad. Ouais, Koundé il est un petit peu en dessous, disons. Mais bizarrement, c'est depuis qu'il n'y a plus Lamine. Donc est-ce que c'est ce qu'on ressent nous, globalement, visuellement, parce que sur le côté droit, c'est moins, y a moins de choses qui se passent avec Lamine Yamal. Peut-être que Koundé doit être plus offensif quand Lamine Yamal n'est pas là. Donc du coup, il est moins à l'aise et du coup, il fait des moins bons matchs.
il y a peut-être un truc dans le genre aussi. C'est peut-être une des raisons. Peut-être qu'il doit surjouer entre guillemets, hein, évidemment, mais vraiment être beaucoup plus offensif pour apporter plus. Et du coup, défensivement, il est un peu moins dedans. Je sais pas, mais peut-être que ça a un lien, parce qu'au final, si tu dis qu'il est en méforme depuis la Sociedad, c'est depuis que Lamine n'est plus là. Ensuite, on a Amine qui dit Pedri plus bas sur le terrain, ça ne doit plus changer. Quel magicien. Bah ouais, c'est ça, de toute façon, ce qu'on a dit dans le débrief. Mais c'est ce qu'on voit de toute façon depuis un certain temps. Hein. En fait, Pedri trop haut, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il touche pas assez de ballons. Si Pedri touche pas de ballon, c'est pas bon. Moins Pedri touche de ballon, moins le Barça va bien jouer en fait, tout simplement. C'est pour ça que Pedri doit jouer plus bas, être à la construction, à côté du pivot. Et c'est là qu'il est le meilleur, c'est là qu'il apporte le plus. Parce que c'est là qu'il va apporter sa qualité technique, son QI football, sa vista pour orienter le jeu, tout ça quoi en fait, tout simplement. Quand il est plus haut, il doit être plus décisif, plus dans la dernière passe, tout ça, dans le tir. Bon, on sait que Pedri il a tendance à pas trop tirer et ça nous fait péter un plomb. Mais au final, s'il est pas à l'aise, c'est comme ça. Il doit apprendre à un petit peu plus tirer, prendre sa chance, certes, mais c'est un joueur qui est plus à l'aise et plus important pour nous à la construction et donc plus bas sur le terrain. Donc oui, effectivement, pour moi, il ne doit plus vraiment bouger. Après, s'il faut vraiment faire des rotations, tout ça, bon, bah voilà, on pourra le mettre. Mais en soi, son poste idéal, c'est plus bas sur le terrain. C'est plus, pour moi, Pedri, c'est plus un Xavi qu'un Iniesta au final. Parce qu'il a souvent été comparé à Iniesta, parce que numéro 8, parce qu'il a cette façon de bouger aussi. Il est plus important pour le jeu comme l'était Xavi, quoi. Plus que Iniesta, même si Iniesta à la fin quand Xavi est parti il a été un petit peu plus, il a changé un petit peu de rôle, mais Iniesta on va dire au début c'est plus un petit peu un dribbleur, un artiste, moins un architecte quoi, et là c'est pas forcément le cas. Ensuite on a Nordine Mouvari qui dit Rafinha non décisif, mais quel match encore, j'espère qu'on retrouvera le vrai Olmo. Ouais, Olmo on le sent un peu moins bien comme je disais, mais je pense que c'est juste un coup de moins bien. Et puis peut-être le prochain match, il va sortir un match de fou. Voilà, mais en soi, je pense pas que ça soit qu'il soit vraiment mauvais. Olmo, c'est juste qu'il apporte pas. Il a pas cette petite lumière en plus que ce qu'il avait quand dans les derniers matchs là, ou enfin dans ses premiers matchs quand il a commencé à enchaîner et tout. Il a été ultra décisif direct en fait. Donc on s'est dit la base, la norme plutôt de Dani Olmo, ça sera ça. Mais Dani Olmo va pas être décisif à tous les matchs. Tout comme Pedri, il va pas sortir à tous les matchs, des matchs comme il a fait contre Brest où il va faire des dribbles, des petits ponts, des trucs, il va être partout. Il y a des fois où tu le verras un petit peu moins, il sera important dans le jeu, mais il sera pas forcément brillant, tu vois. Et Dani Olmo, c'est un peu ça, il va pas briller non plus à tous les matchs, mais il faut qu'il apprenne à être un peu plus important dans la construction du jeu s'il arrive pas à être décisif, quoi. Concernant Rafinha, donc, ouais, il a fait un bon match, hein. On l'a vu dans l'analyse hier, mais toujours important sans ballon, à libérer, toujours dans le... Comment dire ça, il y va quoi. Il n'hésite pas à cavaler des kilomètres, pressing. On l'a vu, hein, de la première à la dernière minute, pressé. 92e minute, le 3e but de Lewandowski, ça part d'un pressing de Pablo Torre et de Rafinha. Pablo Torre venait de rentrer, Rafinha il était titulaire et pourtant on joue la 92e minute et il est toujours là en train d'harceler le porteur pour récupérer un ballon, pour gratter. Il a cette volonté, cette hargne, cette mentalité de jamais s'arrêter et de tout donner quoi. Et même quand il est un peu en dessous, pas décisif, où il va louper des tirs. S'il a loupé un tir à un moment, il s'ouvre le pied, il tire 40 mètres au-dessus, où il va pas faire de passe D, tout ça, il se donne quand même. Il a ce truc-là il va essayer de tout donner, quoi. Donc des fois, il va surjouer, il va trop vouloir en faire, trop vouloir courir partout tout le temps pour rien. Mais là, c'était pas forcément le cas contre Brest. Il a beaucoup aidé ses coéquipiers pour qu'ils se démarquent, tout ça. Il a fait des courses dans le vent, il a beaucoup proposé, il est proposé aussi dans les pieds et en profondeur. Bref, il a fait encore un bon match d'équipe, bon match de coéquipier. Collectivement, il a été bon. Ensuite, on a Tai qui dit Lewandowski peut-il réaliser la saison de sa carrière sans marquer une cinquantaine de buts? Je sais pas, la saison de sa carrière, c'est quand il aurait dû avoir le ballon d'or, je pense. Il avait fait une grosse saison quand même. Maintenant, c'est sûr que là, on est sur un truc de ouf quand même. Lewandowski, la saison dernière, moi, j'y croyais plus du tout. Quand on voit sa saison, et même je pense que je devais pas être le seul, mais quand on voit la saison de Lewandowski, on se dit mais comment veux-tu qu'il fasse mieux que ça? Il est sur la pente descendante. Il était catastrophique la saison dernière.
Il a jamais lâché le ballon, à vouloir absolument le garder, tourner autour de lui. Il ralentissait le jeu de fou. Il ralentissait le jeu de fou. Et il faisait pas un bon pressing. Il y avait rien qui allait. Donc peut-être qu'il n'était pas mis dans les meilleures conditions pour briller. Peut-être qu'il y avait ce truc-là avec le coach, la tactique ou quoi qui lui allait pas. Mais même niveau individuellement, je veux dire, dès qu'il touchait le ballon, ça c'est pas la tactique. Quand tu reçois un ballon, tu fais un contrôle et une passe, c'est pas la tactique directement, c'est aussi le niveau technique. Et il était catastrophique. Il était catastrophique. Là, franchement, il est sur une grosse saison. La Ligue des Champions, voilà, il a marqué 7 buts en 5 matchs. Il est survolté, le Robert. Donc on va voir, hein. C'est tant mieux pour nous. C'est bien, j'espère qu'il va garder ce niveau-là toute la saison. On verra la saison prochaine, ça parle d'un nouvel attaquant, qu'il faut aller chercher un nouveau neuf, tout ça. Potentiellement aussi l'arrivée de Jonathan David, pourquoi pas gratuitement, moi je suis pour ça. Et peut-être faire la transition aussi avec Robert. Mais ouais, Lewandowski, il sera probablement prolongé un an de plus, parce que en fonction des matchs. Et donc la saison prochaine, il sera là. À voir son niveau, mais là, actuellement, ce qu'il montre là, moi ça me convient. Et même si des fois il va faire des trucs mauvais, des mauvais matchs, passer à côté d'un match ou quoi, et on va pouvoir un peu le critiquer, mais dans l'ensemble depuis le début de la saison, Lewandowski, il n'y a rien à dire. Masterclass, je m'entends, je suis pas là à dire c'est R9 Prime, mais vraiment il est très fort. Surtout que quand tu vois, en fait quand tu compares avec la saison dernière, c'est surtout ça quoi. Tu te dis incroyable. Ensuite on a VSSV6 qui dit Koubarsi le meilleur défenseur du monde. Il y a moyen, hein. Koubarsi il est spécial. Koubarsi il est spécial, il a énormément de qualité. Ce qui impressionne le plus c'est qu'il est très jeune et qu'on dirait pas, vu comment il joue sur le terrain, on dirait qu'il a énormément d'expérience, qu'il a de la bouteille comme on dit. Mais ouais, il est monumental dans les passes, monumental dans l'agressivité aussi, vraiment, parce qu'on souligne souvent ses qualités de passe. Et j'en avais parlé, je pense aussi quand j'avais fait l'analyse de Koubarsi il y a longtemps, on parlait beaucoup de ça. C'est ce qui ressort en premier, c'est sa qualité de passe. Tu vas dire waouh, c'est un défenseur propre. Mais du coup, tu te dis mais il n'est pas agressif, tu vois. Il nous faut un mec agressif. Et pourtant, il l'est. C'est les préjugés que tu as en tête, parce que direct, quand tu penses à défenseur propre qui s'est relancé, eh ben, tu te dis ce défenseur-là, il n'est pas très agressif. Il faut à côté un gars vraiment agressif et costaud. Je suis désolé, mais Koubarsi, il est plutôt costaud quand même. C'est pas Ronald Araujo, certes, mais il est quand même, il a une carrière de défenseur. Il a que 17 ans encore, les amis. Il a que 17 ans. Regardez Ronald à 17 ans et regardez Ronald maintenant, déjà, physiquement, c'est pas le même. Hein. Mais bref, je dis pas que Koubarsi doit être comme Ronald, mais c'est pour donner un argument. Mais Koubarsi, il a tout, quoi. En fait, c'est un défenseur ultra complet. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il a la bonne mentalité aussi. Donc voilà. Quand on pense qu'il était assez critiqué, surtout Xavi, hein, évidemment critiqué. Xavi était raciste parce qu'il avait fait démarrer Koubarsi et pas Michael Faye, rappelez-vous. Hein. De cette époque-là. Comme si Koubarsi n'avait pas de talent. Et regardez maintenant, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Il n'y a rien à dire. Koubarsi est un monstre. Je sais pas si on peut dire que c'est le meilleur défenseur du monde actuellement, mais pour moi, il est top 3. Il n'est pas forcément 3e. Et il a que 17 ans. Donc imaginez plus tard. Ensuite, on a Pipamboop 05 qui dit « Peut-on dire que le discours de Flick est bien passé ou c'était juste un sursaut d'orgueil ?» Il y avait un coup de moins bien, peut-être physique, peut-être mental, j'en sais rien. Apparemment Flick, il a un petit peu poussé une petite gueulante. Il a dit aux joueurs que c'était pas bien ce qu'il faisait, qu'il fallait presser et mettre de l'agressivité et avoir vraiment se donner à 100% en fait, tout simplement. De la première à la dernière minute. Pas juste 30 minutes, pas juste une heure, tu vois. Tout le match. Et là, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, maintenant, oui, le discours est bien passé. Maintenant, il faut que les joueurs, ils enchaînent, qu'ils repartent sur une série de victoires. Voilà. Maintenant, il y a eu 2 mauvais résultats, surtout aussi dans le contenu où c'était un petit peu compliqué, parce qu'il n'y avait pas juste le résultat, genre, on méritait de gagner, mais on n'a pas gagné. C'était un Barça un peu suffisant. C'était pas ouf, quoi, en gros. Et voilà, si Flick, il faut qu'il pousse une petite gueulante à chaque fois pour remettre dans le droit chemin les joueurs, eh ben voilà, il va le faire. Maintenant, il y a des joueurs, ils sont irréprochables. Je pense à un mec comme Rafinha, il est irréprochable. Je pense à des mecs comme Koubarsi, Inigo Martinez, irréprochable. Et il y en a plein des comme ça. Casado, il a fait une erreur, donc je sais pas si on peut dire irréprochable, mais il a fait une erreur contre le Celta Vigo. Même Koundé, en soi, pour moi, dans l'attitude, dans le comportement, pour moi, Koundé, il est irréprochable. Maintenant, la dernière fois, il a fait une dinguerie, il est un peu moins bien en ce moment. Mais c'est des joueurs qui, mentalement, et au niveau du travail, quoi,
ils sont irréprochables, ils montrent l'attitude qu'il faut, c'est des gros bosseurs, tu vois. Après, il y a les performances qui, des fois, suivent pas forcément, ou des fois, il y a des erreurs pendant les matchs, tout ça, mais il y en a pas mal qui sont irréprochables. Il y en a d'autres qui doivent se rentrer dans le moule, on va dire. Il y en a, on dirait, ils sont pas totalement intégrés dans ce truc-là. Il y a une équipe type, en fait, j'ai l'impression, hein, dans ce Barça-là, il y a une équipe type qui marche, où ça marche vraiment bien, avec tous les joueurs, voilà, Lamine, Rafinha, Lewandowski, Olmo, Gavi, Pedri, Casado. L'équipe type, vraiment, tu vois, t'as l'impression que tout cela, ça fonctionne très bien, ils sont vraiment tous, ils vont tous dans la même direction, tu vois, ils sont tous bien. Je sais pas comment dire ça. Et t'en as certains qui ont moins l'habitude de jouer ou quoi, et t'as l'impression qu'ils sont pas bien intégrés vraiment dans ce truc-là. On dirait qu'ils sont en trop des fois, ou que peut-être eux-mêmes se sentent en trop, tu vois. Et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou un peu quand même, mais ça veut dire qu'ils sont pas au même niveau que les autres. Ni physique, c'est évident parce qu'il y en a qui reviennent de blessure, tout ça, ni vraiment mental. On prenait l'exemple de Young tout à l'heure et moi je le sens vraiment en dehors du groupe, quoi. Et on se pose la question pour Ronald quand il va revenir, on se pose la question pour Christensen aussi quand il va revenir. Après bon, il y a des différences de niveau. Gérard Martin par exemple, bon lui je sais pas si c'est mental, mais c'est au niveau de la qualité, c'est normal qu'il soit un peu à part des autres parce qu'il a pas la... Mais ouais. Faudrait que tout le monde soit concerné, même un Pablo Torre, vous voyez, on reprend un petit peu cet exemple-là que j'ai donné dans l'analyse et dans le débrief. Pablo Torre, il ne joue pas souvent, il n'a pas eu beaucoup de minutes cette saison, tout ça, mais il est rentré avec la volonté vraiment, et tu sens qu'il est dans le même moule que les autres, tu vois. En tout cas sur ce match, sur le match de Brest. Tu sens qu'il est rentré avec la volonté d'envoyer, tu vois, de presser, d'essayer d'attaquer, tu vois. Et tu l'as senti vraiment concerné par le projet, tu vois. Et donc il faudrait que tout le monde arrive à rentrer dans ce truc-là, quoi. Ça serait pas mal. Ensuite, question de Al-Bashir qui dit... On a enfin trouvé la recette en l'absence de Yamal, tu trouves pas? Je demande confirmation quand même. Parce qu'on a joué sans Lamine Yamal, c'était une défaite et un match nul, que je prends limite comme une défaite contre le Celta. Voilà, et là on gagne contre Brest à domicile. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment trouvé la recette sans Lamine? Sur le total des matchs sans Lamine Yamal, c'est pas positif. Sans Lamine Yamal, à l'instant T, à chaque fois qu'il n'a pas joué du tout, ou en tout cas qu'il n'était pas titulaire, c'est une victoire donc contre Brest, 2 défaites contre Real Sociedad et Osasuna, et c'est un match nul contre le Celta Vigo. Donc le bilan n'est pas forcément très positif, donc je sais pas si on peut dire direct là, après Brest, tu vois, direct, on a trouvé la recette, c'est bon. Mais en tout cas ça a fonctionné, ça a bien fonctionné, on l'a vu dans l'analyse hier pour ceux qui l'ont regardé, Rafinha qui collait, collait la ligne, mais qui après rentrait, puis Koundé qui prenait le couloir. Il y avait une certaine animation qui fonctionnait même sans Lamine Yamal. Maintenant, on demande à voir ça dans d'autres matchs. Des matchs peut-être un petit peu plus compliqués, ou même des matchs moyens, mais d'autres matchs, quoi. D'autres victoires, quoi. Et là, on pourra dire, oui, ça fonctionne sans Lamine. Mais là, c'est trop tôt pour dire ça, je pense. Ensuite, on a William qui dit, Fermin a perdu sa finition, j'espère qu'il se réveillera. Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y en a certains, tu sens qu'ils sont pas intégrés vraiment totalement, ils sont pas dans le même truc. Et Fermin, peut-être que, je sais pas si on peut le compter là-dedans, dans ce genre de joueur qui semble un peu de côté, parce que c'est pas totalement ça non plus. Fermin, je l'ai trouvé intéressant dans le jeu, mais comme depuis le début de la saison, il est trop brouillon. Même depuis le début, Fermin a toujours eu du talent pour vraiment attaquer, il a toujours été comme ça, très direct. Un jeu très vertical, à jouer tout le temps vers l'avant, à tenter sa chance. Il a marqué quand même pas mal de buts la saison dernière. Je crois qu'il a mis quoi, une vingtaine de buts, toutes compétitions confondues. Pour un milieu de terrain, c'est pas mal. C'était le meilleur milieu de terrain, enfin le meilleur buteur au milieu de terrain la saison dernière. Donc sachant qu'il n'était pas tout le temps titulaire, qu'il jouait des bouts de match et tout ça. Donc il y a un potentiel chez Fermin, un potentiel offensif chez Fermin. Maintenant il doit apprendre à se calmer, à pas trop se précipiter, faut qu'il soit un petit peu plus propre aussi techniquement, quoi. Dans ses contrôles, dans ses courses, dans ses tirs. Voilà, mais c'est vrai que bon, la frappe qui fait dévisser la qui part en touche, c'est triste quand tu vois ça. C'est triste parce que quand tu te rappelles de Fermin qui était sur chaque frappe, c'était vraiment très dangereux. Là, tu te dis, bon, ça fait un peu de la peine. Mais peut-être qu'il ne se sent pas assez concerné par le projet, qu'il sent qu'il est un peu à part, tu vois. Parce qu'il joue pas beaucoup, pas souvent. Pour arriver à le concerner. Ça, c'est au coach de le faire et à son équipe, son staff, d'essayer de concerner Fermin
je sais pas, d'essayer de... Je sais pas comment tu peux gérer un joueur, tu vois. Je sais pas de formation dans le management de joueurs, mais de coaching ou quoi. Mais ça serait pas mal de le mettre avec Dani Olmo, tu vois. Parce que pour moi, Fermin, c'est un peu le même profil. C'est pas exactement la même chose, c'est pas les mêmes qualités. Olmo est beaucoup plus fort que Fermin Lopez, toujours à l'instant T. Mais Fermin, il doit essayer d'apprendre d'Olmo, tu vois. Donc, pourquoi pas essayer même de dire à Olmo de le prendre sous son aile, je sais pas, tu vois, tenter un truc comme ça. Et vraiment qu'il se sente concerné. Essayer de le faire plus souvent jouer, mais c'est pareil pour Pablo Torre. Moi, j'ai envie de revoir, tu vois. Et à l'instant T, tu me demandes, est-ce qu'on doit mettre pas plus Pablo Torre ou plus Fermin Lopez? Ah, je serais tenté de tenter le pari Pablo Torre, je vais y arriver. Il a montré de belles choses, donc voilà. C'est compliqué, là, humaine des joueurs. Ensuite, on a Emilien qui dit Flick avait confiance en Iñaki ou Inigo. Ah, je sais pas, ouais, t'as dit Ini. Donc ça se trouve, c'est Inigo. Martinez, je croyais que tu disais Iñaki au début. Et c'est devenu un monstre. Qui sait ce que voit Flick en Martin? Ouais. Bon, Inigo, la saison dernière, il était évidemment pas le titulaire, mais il a été bon la saison dernière. Hein. Je me rappelle, il a fait quand même des bons matchs. Maintenant, à un moment donné, il a été blessé, tout ça. Mais là, cette saison, Inigo Martinez, c'est masterclass. Iñaki, je sais pas si tu parlais de lui, mais en tout cas, Iñaki, il a aussi conservé sa confiance en lui. Plus qu'Inigo, parce qu'Inigo, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Donc en soi, voilà, tu sais, faire le choix, tout ça. Là, Iñaki, il a choisi de faire confiance en Iñaki. Bon, je pense pas que tu parles de lui, parce que tu as dit c'est devenu un monstre. Je suis pas sûr que Iñaki de Peña soit devenu un monstre, mais il enchaîne plutôt des bonnes perfs, le Iñaki Peña. Ça va, c'est correct. Il y a des matchs où il est peut-être encore des fois un petit peu très mauvais et pas rassurant, mais en tout cas, il a choisi de faire confiance en ce gardien-là. Et pareil avec Gérard Martin, c'est ce que j'ai dit peut-être dans le débrief, j'ai dit peut-être que Flick il s'est dit bah vas-y, tout le monde critique le choix Gérard Martin et je vais essayer de le mettre encore plus en confiance et d'aller contre tout ce qui se dit et de choisir de lui faire confiance encore pour lui montrer vraiment j'ai confiance en toi. Et peut-être qu'il y a eu un déclic ou quoi. Alors moi je parlerai pas de déclic non plus chez le joueur et de ouais, c'est bon ça y est il va faire des perfs de fou parce que c'est qu'un match. C'était qu'un match à domicile contre Brest. On va pas partir sur un truc où le mec il va devenir monstrueux, Gérard Martin. Hein. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, utiliser Gérard Martin comme doublure pour faire reposer Baldé dans des matchs comme celui de Brest ou dans d'autres matchs un petit peu plus faciles à jouer, on va dire, de pouvoir avoir la solution Gérard Martin, c'est toujours ça. De toute façon, c'est pas très compliqué, les amis. Il fait partie de l'équipe et c'est la seule doublure de Baldé. Si on considère qu'Hector Fort jouera qu'à droite et pas à gauche, mis à part la dernière fois où il était obligé, Gérard Martin était cataclysmique et en plus de ça il avait pris un jaune et tout ça. Mais si Flick considère que Hector Fort jouera pas à gauche, il jouera qu'à droite, la seule doublure de Baldé c'est Gérard Martin. Donc si Baldé n'est pas disponible, parce qu'il est blessé, parce qu'il n'est pas en forme, Gérard Martin est là et il faudra bien s'en servir. Donc autant qu'il soit en confiance et qu'il sorte des bons matchs. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Ensuite on a Mécréant qui dit salut café, salut Mécréant. Du coup on garde Pedri plus en défense comme un Rodri ou un Busquets. Alors non, pas vraiment, c'est pas exactement ce que Pedri fait. Hein. Rodri ou Busquets ce sont des pivots des milieux défensifs. En l'occurrence là c'est plus Casado qui reste comme ça. Pedri c'est le joueur à côté quoi. À l'époque du grand Barça quand il y avait un milieu de terrain Busquets, Xavi, Iniesta, bah Pedri là actuellement il est plus comme Xavi tu vois. Qui va faire le lien entre la défense et l'attaque. Tous les ballons vont passer par lui, ça va être l'architecte du jeu et de cette équipe concrètement. Donc Pedri il reste un peu plus bas à la construction, mais après ça n'empêche pas de jouer haut aussi. Regarde la passe sur le penalty sur Lewandowski. Pedri est aux 30 mètres tu vois, vers la surface, pas loin, assez haut, et il fait la petite balle piquée au-dessus de la défense tu vois. Donc il est quand même limite à la dernière passe. Si Lewandowski avait mis sa petite tête et qu'il avait lobé le gardien par exemple, Pedri aurait fait une passe D, voilà, donc il aurait été à la dernière passe, c'est pas forcément en défense, côté défense, milieu défensif quoi. Donc non, c'est pas le rôle de Busquets ou de Rodri, non. Ensuite il y a Olivier qui dit hola frérot, l'esprit a changé quand on voit la 92e minute, gros pressing et but, force à toi. Merci pour la force frérot, ça fait plaisir. Eh bien oui, l'esprit a changé, le discours, on en a parlé tout à l'heure, hein, le discours du coach a fait effet. Des joueurs qui sont motivés ou qui se donnent à 100% tout le match, même à la 92e, et ça paye. Donc peut-être que ça va donner envie aux joueurs aussi, ils vont l'avoir en tête, tu vois, se dire, là on a fait le pressing à la 92e, on a mis un 3e but, tu vois. Peut-être que quand tu vois le match contre le Celta Vigo où on mène 2-0 et puis après on arrête de jouer, puis à la fin on se fait rattraper, bah, peut-être que ça va rester en tête. De se dire, bah, si on s'était donné, continuer à
a pressé jusqu'à la dernière minute, bah, au lieu de faire 2-2, on aurait peut-être même fait 3-0, qui sait, tu vois. Même si c'est pas la même physionomie de match, tout ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, l'esprit a changé. Maintenant, il faut que l'esprit, cet esprit-là, il reste toute la saison. Et pas qu'il soit sur quelques matchs et puis après, petit à petit, on repart dans nos travers de jouer tranquille. Ouais, mais non, on est au-dessus. Non, non. Faut vraiment qu'on se donne à 100%, sinon ça fonctionnera pas. Puis même, cette manière de défendre, là, elle peut pas fonctionner si devant, les mecs, ils pressent pas ou faut que ça soit... Faut que tout le monde défende. Quoi. Tout le monde soit agressif, tout le monde soit concerné. Et même les remplaçants, sinon ça peut pas fonctionner sur le long terme. On finit avec la question de Ryu le sang qui dit quel sera le milieu quand Lamine reviendra, sachant que Gavi est revenu comme une fusée. Pourquoi Lamine et pourquoi le milieu ? Parce que le milieu ne changera pas forcément en fonction de Lamine. Lamine là, il reviendra et Rafinha retournera à son poste d'ailier gauche axial, poste auquel a joué Fermin Lopez là contre Brest. Donc Fermin sortira du 11, Lamine reviendra à sa place, Rafinha, Lewandowski, Lamine en attaque, et le milieu sera plus ou moins toujours le même. Je pense que Olmo sera titulaire, Pedri et Casado. À l'instant T, je vois pas pourquoi ça changerait. Maintenant, c'est vrai que Gavi revient bien, et Gavi il a souvent été sous-estimé. Souvent, il est pas le dernier choix, mais presque, ouais, Gavi, machin. Même moi, ça m'est arrivé de le faire. Il fut un temps où je me disais, bon, qui je mettrais sur le terrain? Ouais, je mettrais quand même lui. Et Gavi, j'hésitais à chaque fois, mais je me disais, bon, Gavi sur le banc, et voilà. Et Gavi est toujours monstrueux. Et toujours, il arrive à se rendre indispensable à l'équipe, en fait. Et c'est toujours ce qu'il a fait. Peu importe le poste où il a joué, d'ailleurs. Donc, je ne saurais pas trop dire si, et puis j'ai pas envie de partir dans ma tête à me dire que Gavi sera remplaçant, mais c'est sûr qu'à l'instant T, Gavi, il revient d'une longue blessure, donc il faut qu'il se remette aussi dans le rythme et qu'il soit vraiment à 100%. Quel rôle pour lui et quel poste? Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que il peut jouer à plusieurs postes. On l'a déjà vu sous Xavi jouer en ailier gauche axial, comme peut jouer Rafinha là d'ailleurs, le même poste que Rafinha, pour faire une sorte de milieu à 4. Il a déjà joué ailier droit aussi, il a joué aussi dans le double pivot au poste limite de milieu défensif à côté de Frenkie de Jong la saison dernière. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'après il s'est blessé, mais il a joué dans ce rôle-là. Donc il a joué dans le double pivot, il a joué ailier, il a joué milieu offensif plus haut sur le terrain comme peut le faire Olmo. Il a joué à plusieurs postes, Gavi. Donc c'est difficile à dire, à savoir où est-ce qu'il va jouer vraiment. Et surtout, dans la tête du coach, quel va être le rôle de Gavi? Parce que nous, c'est bien sympa, nous on va dire, bah Gavi, il faut qu'il joue dans le double pivot, il est trop fort, il va récupérer les ballons. Il y en a qui vont dire, ouais mais Gavi il est technique, c'est bien quand il joue plus haut et tout, il va apporter. Il va apporter parce que dos au jeu, il fait des contrôles orientés, il ralentit pas le jeu, il est très bon aussi quand il y a du pressing dans son dos, donc plus haut sur le terrain, il va apporter, voilà. Il va peut-être faire des différences, tout ça. Tout le monde a son avis là-dessus. Maintenant, que veut faire le coach avec Gavi? Est-ce qu'il veut pour lui un rôle plus défensif? Est-ce que du coup, il se partagera le poste de 6 avec Casado, par exemple, pour jouer aux côtés de Pedri? Est-ce qu'il se partagera le poste plus offensif aux côtés de Dani Olmo? Est-ce qu'il pourra se partager le poste avec Rafinha, par exemple, pour faire souffler de temps en temps Rafinha? Ou s'il a mis à mal, il faut le faire souffler, mettre Rafinha à droite et avoir Gavi en faux ailier gauche qui rentre dans l'axe, comme à l'époque sous Xavi, j'en sais rien. Ça sera une très bonne question. Ce serait une très bonne question à poser à Flick. Pour le moment, il est rentré à plusieurs postes en plus de ça, Gavi. Donc c'est très difficile de se projeter, de savoir vraiment quel rôle il va avoir dans cette équipe-là. Mais moi, je reste sur le côté positif à me dire, plus on a des bons joueurs, plus on a des profils différents, mieux ce sera pour l'équipe parce qu'on aura encore plus de solutions. Et le coach, pour lui, c'est forcément une bonne nouvelle. Même si c'est toujours dur de gérer le temps de jeu de certains, de mettre sur le banc alors que tu vois, il aimerait jouer. Tu te dis, ouais, mais tu sais, il faut que tu joues, voilà, faut que tu te reposes, machin. La gestion humaine, quoi, on en revient à ça. C'est difficile de faire des choix. Au niveau du sportif, ça ne peut que être positif pour le Barça. Et je préfère rester là-dessus. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça contre Las Palmas. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.